Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir cliqué sur le lien. Normalement, vous êtes là puisque vous avez terminé le visionnage de la partie 2 de la vidéo Silent Spring. J'ai donc une discussion avec Damien, qui est agroécologue. Elle a duré relativement longtemps et l'objectif principal de cette discussion avec lui, c'était de définir, qu'il m'aide à définir l'agroécologie avec des termes un peu moins profanes, on va dire, et aussi qu'il donne quelques exemples, notamment en se basant sur ses travaux de thèse. Mais ça, normalement, vous êtes au courant. Donc je tenais à vous partager cette discussion parce qu'elle est pleine de nuances, que d'autres questions qui n'apparaissent pas dans la vidéo Silent Spring ont été posées et qu'elles peuvent être intéressantes, je crois, en tout cas je l'espère, et que Damien apporte beaucoup de nuances aussi qui n'apparaissent pas vraiment dans la vidéo, et je pense que c'est normal donc du coup de vous les partager, voilà, parce que il faut que vous ayez tous les éléments en main, je crois. Le truc, c'est que forcément ici le montage est assez quasi inexistant en fait, et que la discussion qu'on a eue correspondait pas à l'idée que je me faisais d'un épisode consacré à une discussion avec un agroécologue. Pour autant, ça m'intéresse éventuellement de faire un round 2 avec lui, donc n'hésitez pas dans les commentaires à vous manifester si ça vous intéresserait. Et si vous avez des questions agronomie, agroécologie, agriculture, ça peut être l'occasion de les poser, et que si on tente l'expérience avec Damien de faire un épisode de discussion comme ça, on pourra reprendre vos questions. Ce sera certainement une bonne idée. Voilà. Donc l'introduction s'arrête là, je vous laisse découvrir cette discussion. Et puis, si l'agroécologie vous sied peu, ou que vous êtes en désaccord avec les opinions de Damien, je vous prierai de rester courtois si vous souhaitez les manifester dans les commentaires. Voilà, ça nous permettra aussi éventuellement d'en tenir compte. Merci beaucoup, à plus. Donc, qu'est-ce que c'est que l'agroécologie? Déjà, il faut savoir que c'est un terme qui est plutôt, enfin, pas tout récent en fait. C'est plutôt ancien puisque les premières mentions de l'agroécologie, ça date du début du XXe siècle. Et c'est une science qui résulte de la rencontre entre l'agronomie et l'écologie. Et en fait, si on s'intéresse réellement à ce que c'est l'agroécologie, en fait, c'est ce que pouvait être l'agronomie à ses débuts, c'est-à-dire la connaissance des milieux dans lesquels on va cultiver pour améliorer les rendements qu'on va avoir sur notre parcelle agricole. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt de viser autant que possible l'autosuffisance biologique de nos systèmes de production agricole par l'utilisation de processus écologiques. Et très concrètement, en fait, aujourd'hui, ça va prendre la forme du remplacement, autant que possible, des interventions sur la parcelle, qu'elles soient mécaniques ou chimiques, par une maîtrise des processus écologiques, donc une meilleure connaissance de ces mêmes processus, quoi. Ça peut prendre place à différentes échelles. Il peut y avoir l'échelle de la parcelle, comme on vient de le dire, qui est l'échelle qui a prévalu pendant très longtemps, parce qu'on avait tendance à raisonner beaucoup à la parcelle en agronomie. Mais ça peut aussi être celle des agroécosystèmes. Alors ça peut ressembler à ce que moi j'ai vu dans ma thèse, les paysages agricoles, ou beaucoup plus global, et ça c'est une prise en compte d'une échelle beaucoup plus récente qui date plutôt du début des années 2000, au niveau du système de production alimentaire carrément. Donc on va raisonner à l'échelle filière en quelque sorte. Et cette prise en compte d'échelle de plus en plus grande, elle a aussi amené les agroécologues à travailler avec d'autres scientifiques, et notamment tous les scientifiques issus des sciences humaines et sociales, pour prendre en compte aussi les impacts sociaux qu'il va y avoir en termes économiques, en termes sociologiques, et même en termes anthropologiques, par exemple, sur les agriculteurs, sur les consommateurs et sur les habitants d'un territoire, par exemple. Ce ne sont que des exemples, il peut y en avoir plein d'autres, hein. L'agroécologie est souvent vendue avec son objectif de réduction d'intrants, mais je ne pense pas qu'on puisse la résumer qu'à ça. Mais la réduction d'intrants reste quelque chose quand même d'important pour l'agroécologie. Et pourquoi? Ouais. Oui, tout à fait. Ça reste un objectif qui est, comment dire, souvent affiché parce que c'est beaucoup dans les politiques, enfin, comment dire, raccord aux politiques publiques actuelles, notamment on pense au plan éco-phyto, etc. Mais et ça a aussi un sens d'un point de vue agroécologique, la réduction d'intrants, parce que il y a des intrants, notamment des pesticides, qui ont un impact négatif sur les populations, les communautés, qui vont elles-mêmes fournir des services écosystémiques enfin, pour la production alimentaire. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, là, par exemple, c'est celui des néonicotinoïdes, parce que c'est quand même
peut discuter maintenant l'impact des néonicotinoïdes, notamment sur les pollinisateurs. Or, la pollinisation est un service écosystémique dont la production agricole a absolument besoin pour être soutenable en quelque sorte. J'aime pas trop ce mot, mais l'idée est là, quoi, pour être autosuffisante en quelque sorte. Mais en fait, réduire l'agroécologie à la simple réduction des intrants, c'est oublier, enfin, c'est masquer aussi une approche beaucoup plus systémique de l'agroécologie. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une tendance à prendre en compte dans les travaux des chercheurs en agroécologie des échelles de plus en plus importantes, et notamment maintenant de travailler au niveau des territoires. Des filières agroalimentaires aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important aujourd'hui au sens où on raisonne plus seulement à la parcelle ou au niveau de l'exploitation agricole, on raisonne aussi au niveau de l'échelle, enfin de l'échelle de production de l'alimentation. Et ça permet aussi de voir les effets globaux que peut avoir l'agriculture sur les agroécosystèmes et les changements globaux aussi qui peuvent être nécessaires pour avoir une agroécologie qui soit fonctionnelle. Moi, ma thèse, elle portait sur une agroécologie que je qualifierais de paysagère, et on se rend compte que ce n'est pas simplement en raisonnant à la parcelle ou même au niveau de l'exploitation agricole qu'on peut avoir une agroécologie qui serait cohérente. Il faut aussi raisonner au niveau du territoire, du paysage, et donc raisonner à l'échelle de plusieurs exploitations agricoles en même temps, et donc qui implique des changements de pratiques qui auraient un impact synergique entre elles, positif sur les agroécosystèmes et les populations et communautés qui pourraient avoir des effets bénéfiques sur l'agriculture plus globaux et donc systémiques. Tu m'as aussi parlé donc de l'impact sur un peu en fait finalement la vie des agriculteurs, sur leur travail, la façon de voir leur travail, leur façon de travailler et l'investissement qu'ils ont dans leur travail, et j'ai trouvé ça super intéressant. Tu peux me développer un peu ? Oui, tout à fait. Alors, l'idée, c'est effectivement que l'agroécologie, prise d'un point de vue systémique, elle permet aussi de redonner une prise sur leur travail aux agriculteurs, en quelque sorte, de leur redonner des manières de ne pas être forcément dépendant d'autres intervenants, en quelque sorte. Et ça ne veut pas dire qu'on peut réduire complètement leur dépendance, parce que dans un monde où il y a une question de croissance démographique, une question de besoins alimentaires croissants, nécessairement, il faut aussi se poser les questions de comment est-ce qu'on permet à tout le monde de manger correctement. Après, la question, elle est aussi de pas seulement, alors, je vais prendre un exemple très concret. Moi, j'ai des agriculteurs avec lesquels j'ai travaillé avant ma thèse. J'ai été animateur dans une association. Et dans cette association, j'accompagnais des agriculteurs, des collectifs d'agriculteurs à tester, à expérimenter des pratiques agroécologiques. Et en fait, l'idée, c'était aussi de les accompagner vers une plus grande autosuffisance par rapport à des tiers que peuvent être des fournisseurs de phyto, des fournisseurs même de matériel, parfois de matériel agricole, et de leur redonner prise sur un métier. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que, alors, l'agriculture biologique en tant que telle, on ne peut pas toujours dire que c'est de l'agroécologie, parce que des fois, ça amène à avoir plus d'interventions sur la parcelle. Alors, je dirais quand même que l'agriculture biologique peut moins se passer de considérer ce que peut apporter l'agroécologie qu'une certaine agriculture conventionnelle. Pas toute, mais qu'une certaine agriculture conventionnelle qu'on pourrait appeler d'historique en quelque sorte, qu'on pourrait qualifier d'historique. Cela dit, beaucoup d'agriculteurs avec lesquels j'ai travaillé, ils disaient que d'être passés en bio, parce qu'ils sont passés en bio par contrainte financière, à une époque c'était très favorable de passer en bio, et donc ça a sauvé leur ferme en quelque sorte. C'était beaucoup d'agriculteurs qui avaient témoigné de ça au moment de la crise du lait de 2009. Et en fait, ils m'ont expliqué que mieux comprendre comment fonctionnaient les agroécosystèmes dans lesquels leur exploitation s'insérait, et donc avoir une meilleure prise, même si ça reste très relatif, parce qu'on n'a jamais une prise totale sur les agroécosystèmes. Ça reste la nature. Exactement. Et ça leur a permis, ça a changé complètement leur vision de leur propre métier. Ils ont dit, depuis que je suis passé en bio, j'ai plus le même métier. Alors, personnellement, c'est pas une étude sociologique ce que je vous dis là,
c'est plus un témoignage de vécu. Enfin, je relate des témoignages de vécu qui m'ont été donnés parce que je ne sais pas comment fonctionnaient ces agriculteurs avant de passer en bio. Mais néanmoins, c'est quand même intéressant, je trouve, parce que ça témoigne un petit peu d'une façon dont ces agriculteurs se sont rendus compte que ils avaient une meilleure prise aujourd'hui sur ce qu'ils produisaient qu'avant, et notamment, ils dépendaient moins d'autres personnes. Moi, ma question maintenant, je voudrais aider les gens à comprendre ce qu'apporte concrètement l'agroécologie, parce que les gens comprennent grâce aux exemples, ce qui est normal. Donc, si tu peux nous expliquer un peu rapidement l'objectif de ta thèse, mais je suis aussi intéressé pour avoir d'autres exemples qui t'ont plu, qui t'ont inspiré, qui peuvent être différents de tes travaux à toi. Donc, ta parole est libre. Mais évidemment, pour respect pour ton travail de thèse, évidemment, je tiens à ce que tu en parles absolument. Voilà. Allez, c'est le moment de l'autopub alors. Bah exactement, c'est un peu là pour ça Ouais, aussi. ouais. Non, et puis c'est vrai que du coup, on est toujours plus à l'aise sur les sujets qu'on maîtrise bien, et quand on bosse 3 ans et demi sur un sujet comme ça, on finit par être assez familier de ce sujet-là. En fait, ma thèse, j'ai regardé l'impact que pouvait avoir la structuration du paysage sur les communautés de carabes et de quelques autres arthropodes comme les araignées, les cirfes et les chrysopes, qui ont tous un intérêt, donc qui ont tous été choisis parce qu'ils ont un intérêt d'un point de vue de provision de services écosystémiques, comme pour les carabes et les araignées, ça va être plus la lutte biologique, donc notamment sur les pucerons, mais pas seulement. Et Donc c'est important de définir lutte biologique, je me permets de te couper. Juste expliquer, je pense que tout le monde qui regarde cette vidéo ne le sait pas. Rapidement, si tu peux expliquer ouais, ce bien que c'est. sûr. La lutte biologique, en fait, c'est quand on va tenter autant que possible de lutter contre des bioagresseurs, comme le plus connu, c'est le puceron, euh, par le moyen d'autres êtres vivants, par le moyen de prédateurs naturels de ces pucerons. Alors, et en fait, voilà. je vais, Oui, ça marche, ça marche. Et donc, les araignées et les carabes sont des prédateurs naturels des pucerons, avec d'autres, comme justement les larves de cirfes et de chrysopes. Et les cirfes et les chrysopes, en plus de procurer une lutte biologique via leur stade larvaire sur les pucerons, ça va être aussi des pollinisateurs. Et qui vont être intéressants aussi pour assurer la reproduction de certaines cultures. Donc, voilà pourquoi on s'est intéressé à ces groupes d'arthropodes. Et durant ma thèse, en fait, j'ai comparé les communautés de ces groupes d'arthropodes en mettant un gros focus sur les carabes parce que c'était les plus connus, et parce qu'il fallait mettre un focus parce qu'on a l'impression que 3 ans et demi, c'est long. Et en fait, quand on fait une thèse, on se rend compte qu'on a à peine le temps d'aborder ce qu'on aurait envie d'aborder, quoi. Moi, j'aurais aimé aller encore plus dans le détail sur les araignées, et ça n'a pas été possible pour une question de temps. J'aurais aimé, même, on avait des données ornitho. J'aurais aimé étudier ces données ornitho, et j'ai pas eu le temps non plus. Et l'idée de ma thèse, c'était donc de comparer ces communautés dans 2 milieux qui sont assez importants, prépondérants dans les paysages agricoles, que sont les prairies permanentes et les céréales d'hiver. Des céréales à paille d'hiver. Et donc, et de regarder, en fait, s'il y avait une complémentarité du point de vue de la fourniture d'habitat, du point de vue de la fourniture de ressources alimentaires pour ces carabes, surtout, entre ces 2 milieux. Alors, je ne me suis pas intéressé précisément à la fourniture de ressources et d'habitat, mais j'ai regardé comment, en fait, les espèces et les individus de carabes, d'araignées, etc., se répartissaient entre ces 2 milieux voisins, toujours. J'ai regardé une prairie et une céréale voisine. Et il s'est avéré qu'effectivement, il y a un intérêt à avoir des prairies en plein milieu de paysages cultivés parce qu'elles permettent d'apporter un refuge, notamment quand il y a des perturbations dans les milieux agricoles. Alors, c'est pas négatif d'un point de vue écologique de dire perturbation. Ça veut juste dire que le milieu est perturbé, et c'est normal dans un milieu agricole parce qu'il va y avoir des interventions de l'agriculteur dessus. Donc, ça va déstructurer le milieu pour certaines espèces. Donc, elles vont avoir besoin soit de le fuir,
elles vont mourir parfois même parce que elles vont plus trouver la ressource qu'elles ont besoin, ou alors mécaniquement, par exemple, si le labour aussi, c'est une perturbation. Et notamment, il y a des carabes, on sait qu'ils vont se réfugier dans les prairies, ou en tout cas, ceux qui survivent, c'est ceux qui vont aller dans les prairies pour hiverner, alors que ceux qui vont rester dans la culture pour hiverner, ils hivernent en fait légèrement enterrés dans le sol, et le labour va en tuer une grande partie. Et on peut parler aussi des insecticides, etc. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Une perturbation, c'est pas forcément négatif. Et en fait, pour échapper à ces perturbations, les individus qui vont y survivre vont pouvoir aller dans les prairies, et moi, dans le cas de ma thèse, dans les prairies adjacentes ou proches, et donc assurer la perpétuation de la population, en quelque sorte. Donc il faut comprendre aussi que ce genre de travaux peut aussi aider, donner des directions pour certaines politiques paysagères, de fait, donc à l'échelle de départements, régions, etc., à certaines politiques, certaines règles, pour justement favoriser, à terme, c'est aussi l'un des objectifs de ce genre de travaux, j'imagine. Oui, tout à fait. En fait, même, c'était une thèse appliquée, enfin, on peut même dire que ce que j'ai fait, c'était une thèse appliquée, au sens où notre commanditaire, enfin le financeur de la thèse, c'est une collectivité territoriale, c'était la région Auvergne-Rhône-Alpes, et on a travaillé aussi très étroitement avec diverses collectivités territoriales beaucoup plus locales, des communautés d'agglomération, des communautés de communes, et d'autres. Parce que l'idée, c'était de regarder comment ces collectivités pouvaient avoir des politiques de gestion du paysage qui soient à la fois favorables à la perpétuation de la production alimentaire sur leur territoire, qui ne soient pas nuisibles pour le travail des agriculteurs, qui soient même favorables pour le travail des agriculteurs, et qui intègrent les agriculteurs. Parce que ça, c'est un point de ma thèse que je n'ai pas mentionné auparavant, mais ce qui était intéressant, c'est que j'ai travaillé directement avec des agriculteurs. On avait déjà des poules, des groupes d'agriculteurs volontaires chez lesquels qui étaient intéressés pour qu'on échantillonne chez eux. Et après, le protocole d'échantillonnage étant un peu complexe, j'ai dû aussi solliciter de nombreux autres agriculteurs, mais qui pour la plupart étaient favorables étaient intéressés par la démarche. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que au-delà de donner leur accord pour que j'échantillonne chez eux, il y avait au moins une fois par an une réunion de restitution des résultats qu'on avait pu accumuler dans les échantillonnages, et un temps d'échange, en fait, en quelque sorte, sous forme d'atelier de travail, où on réfléchissait tous ensemble avec les agriculteurs ce qu'on a pu observer dans leur parcelle, qu'est-ce que ça peut vouloir dire par rapport à ce qu'eux, ils peuvent faire et à ce qu'eux, ils peuvent attendre d'une collectivité, de leur collectivité locale au pluriel, collectivité locale parce qu'il n'y en avait pas qu'une seule, et même des chambres d'agriculture parce qu'elles étaient aussi partenaires du projet, pour améliorer à la fois, pour avoir une meilleure cohérence entre le paysage agroécologique, si je puis dire, et les politiques qui peuvent être mises en place. Et il y a un truc qui m'a semblé vraiment intéressant, c'est que, alors j'ai échantillonné sur 3 territoires différents, donc 3 plaines agricoles qui étaient toutes dans la même région. Elles étaient à peu près espacées de 100-150 km les unes des autres. Et un point intéressant, c'est que les agriculteurs d'eux-mêmes, personne n'avait suggéré l'idée, mais d'eux-mêmes, ils ont dit « Ah ouais, on pourrait mettre en place un remembrement écologique ». Et j'ai trouvé cette idée vraiment géniale, quoi, parce que quand on sait l'importance qu'a eu historiquement les remembrements successifs, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un seul, il n'y en a même pas eu qu'un seul par territoire, dans la simplification des paysages et dans le fait justement qu'on se retrouve avec moins de prairies, moins de haies, des parcelles immenses. Alors évidemment, ça a eu un intérêt, et d'un point de vue de production purement agricole, ça a encore un intérêt, mais que les agriculteurs d'eux-mêmes, ils ramènent cet outil pour en avoir un tout autre usage, j'ai trouvé l'idée géniale, quoi. Dans ton parcours, dans ta thèse, tu t'es concentré sur un sujet, effectivement, que tu nous as développé là, mais tu as sûrement vu aussi d'autres choses, des sujets d'agroécologie, de ce que démontre l'agroécologie, de ce qu'elle apporte aux agriculteurs, aux agroécosystèmes. Et du coup, est-ce qu'il y a des exemples dont tu voudrais nous parler pour donner un peu de diversité pour ce cher public de l'envers de la blouse? Ouais. Ouais, bien sûr. Alors, comment dire ça?
J'ai dit tout à l'heure que l'agroécologie, en fait, c'était finalement l'approche de, enfin, c'était en quelque sorte l'agronomie à ses débuts, en quelque sorte. C'est reprendre en quelque sorte comment on réfléchissait l'agronomie plus à la base, à l'heure actuelle, et au regard et à la lumière, en quelque sorte, des connaissances en écologie qui ont été acquises, et notamment au cours du XXe siècle. Et encore aujourd'hui, bien sûr. Et en fait, un exemple tout bête de pratique agroécologique, c'est tout simplement la rotation de culture. Et je commence par quelque chose de super simple au sens où, en fait, on fait de l'agroécologie depuis très longtemps. La rotation de culture s'en est tout simplement. Pourquoi? Parce que l'idée de la rotation de culture, c'est de casser les cycles de maladies ou de bioagresseurs qui sont très liés à des cultures en particulier, par l'implantation d'autres cultures sur la même parcelle les années suivantes. Et en fait, de cette façon-là, on va éviter que des bioagresseurs ou des maladies s'installent durablement sur une parcelle. Ou même des adventices, parce que certaines adventices qui sont très liées à des cultures en particulier. Voilà. Très Alors, bien. j'en ai d'autres, des idées, mais je voulais commencer avec quelque chose de basique pour montrer Oui, fait, mais que c'est bien. l'agroécologie, en fait, ça peut être quelque chose de super simple et que des fois, il y en a qui font de l'agroécologie sans s'en rendre compte, quoi. Oui, bien sûr. Du coup, peut-être qu'on peut parler, j'ai quelque chose qui me vient en tête. C'est vrai que tu as parlé pas mal de paysages par rapport à tes travaux de thèse, mais c'est vrai que le paysage est important. Pourquoi et sous quelle forme? C'est par exemple un peu les haies, les bordures, les bouts de forêt qu'on voit comme ça, et qu'on a des fois un peu ratissé du fait Mhm. des premiers remembrements, ce qui Ouais. était peut-être une mauvaise idée. Bah ouais, mais en fait, là, on raisonne a posteriori parce qu'à cette époque-là, on raisonnait en termes d'augmentation des rendements et de ce point de vue-là, l'objectif, il a été accompli. Après, c'est vrai que maintenant, quand on regarde du point de vue agroécologique ce qui a été fait à cette époque-là, bah, on se dit qu'on a fait plein d'erreurs, mais on peut pas il faut les remettre en contexte aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de travaux du point de vue d'écologie des paysages, ou moi j'aime bien dire agroécologie des paysages maintenant, euh, qui montrent que des plus petites parcelles, une plus grande diversité de cultures dans les paysages, la présence de haies, la présence d'éléments semi-naturels, donc comme les haies, je viens de le dire, mais aussi les prairies permanentes, même ne serait-ce que des bandes enherbées d'une certaine largeur, parce que c'est pas 30 cm de bandes enherbées, encore qu'on peut même trouver un intérêt à ça. Ou même, j'avais une autre idée en tête, bon, peu importe, c'est pas très grave, j'ai déjà cité suffisamment d'exemples. En fait, tout ça a un intérêt pour améliorer la biodiversité qu'on va trouver dans les paysages agricoles, et, et donc une biodiversité qui va apporter des services écosystémiques à l'agriculture. Comme j'ai dit, donc il y a la lutte biologique, donc la lutte contre les bioagresseurs, et même le désherbage. On peut dire d'une certaine façon, il y a des espèces, notamment de carabes, mais il y en a d'autres, qui mangent des graines d'adventice, donc elles apportent un certain service de désherbage qui est en cours de. En fait, on est seulement en train aujourd'hui, pour que vous vous rendiez compte en fait à quelle vitesse avance la science. On est seulement aujourd'hui en train d'essayer d'évaluer ce service que peuvent fournir certaines espèces de carabes. On sait depuis un moment qu'il y a certaines espèces qui mangent des graines d'adventice, mais on ne sait pas dans quelle mesure elles peuvent contribuer à la lutte contre ces adventices, au désherbage. Donc finalement, c'est pour montrer à quel point on a encore énormément à comprendre sur ces processus-là. En termes de services écosystémiques, il y a aussi la pollinisation, la structuration des sols. C'est moins mon domaine, moi, mais on parle souvent des vers de terre. Évidemment, les vers de terre ont un rôle hyper important pour aérer les sols. Et, voilà. Et en fait, pour résumer très vite en quoi la structuration du paysage a une importance d'un point de vue agroécologique, bah, une diversité de cultures, ça va apporter une diversité de couverts, ça va apporter des couverts qui vont eux-mêmes avoir des saisonnalités différentes. Donc, pour fournir une continuité dans le temps et dans l'espace de ressources et de refuge, en quelque sorte, aux diverses espèces qui vont contribuer, enfin, aux divers individus qui vont constituer les communautés. Et aussi, ça va et ensuite, par exemple, par rapport
à la taille des parcelles. J'ai dit que des parcelles plus petites avaient un intérêt aussi agroécologique. C'est tout simplement parce que, mettons, moi dans ma thèse, j'ai pu observer que les prairies peuvent servir de refuge, et il y a énormément de public qui voit aussi dans ce sens-là, que les prairies peuvent servir de refuge en cas de perturbation dans les cultures voisines. En fait, si on a des plus petites parcelles cultivées, qu'est-ce qu'on voit? Que ces parcelles cultivées, elles vont être plus facilement colonisées à cœur. Et si on va chercher à coloniser depuis l'extérieur, parce que la population a été largement abîmée par diverses interventions ou perturbations agricoles, le fait qu'on puisse que les communautés puissent plus facilement coloniser à cœur notre parcelle, et que ces communautés puissent en plus fournir un service de régulation des pucerons, on voit aussi là tout de suite l'intérêt que peut avoir une approche paysagère de l'agroécologie. C'est-à-dire qu'on va favoriser un service procuré par le milieu pour la production agricole. Moi, et comme toi aussi, je pense, on a des points de vue un peu d'écologues sur ces questions d'agriculture. Pas que des points de vue agronomes avec des notions de rendement, même si c'est très important évidemment. Mais c'est vrai que du coup, ta thèse et tes travaux valorisent ce qu'on appelle la biodiversité. Donc en l'occurrence, pour toi, ça va être les carabes, mais il y a plein d'agroécologues qui mettent en avant les micro-organismes du sol, l'impact des plantes, même des adventices qui se trouvent au sein des parcelles dans leur capacité de rétention d'eau, d'héberger des micro-organismes, des espèces, etc. Ouais. Donc c'est vrai que pour nous, en fait, il est logique et normal, la biodiversité est bonne pour nous humains, pour notre agriculture et pour plein d'autres choses. Et justement, ces travaux passent finalement beaucoup de temps à justifier cette biodiversité. Il y a un paradoxe entre nous, évidemment la biodiversité c'est important, et nous, on doit justifier, prouver cette biodiversité au final. Et notamment pour les gens et pour les entreprises, pour les territoires, pour les politiques, pour l'Assemblée nationale, pour le président de la République, on doit sans arrêt prouver cette biodiversité. C'est un peu paradoxal finalement, alors que ça devrait être plus naturel. Qu'est-ce que ça te fait réagir? Ça te fait penser à quelque chose ou... Ouais, alors je suis d'accord pour dire que ça paraît presque intuitif, mais ça l'est pour... c'est aussi raccord à une façon de raisonner, quoi. T'as beaucoup en agronomie aussi... faut aussi se rendre à l'évidence, produire sur une parcelle, détourner en quelque sorte la production primaire sur une surface donnée pour qu'elle produise plus une alimentation pour l'être humain, ça nécessite aussi de lutter en quelque sorte contre la nature. C'est un fait, quoi. Sinon, on retourne chasser et cueillir, et encore, même ça, il y en aurait toujours pour nous dire que... Et avec des arguments qui sont valables, hein, que ça pose problème pour la biodiversité. Néanmoins, en fait, c'est marrant parce que finalement, j'avais beaucoup cette approche, la biodiversité est bonne, au début de ma thèse. Et au fur et à mesure que j'ai épluché la biblio, ça m'a paru de moins en moins évident quand même. Au sens où, en fait, on veut favoriser une certaine biodiversité en termes d'agroécologie. On ne veut pas favoriser les pucerons. En revanche, on ne veut pas non plus les éradiquer parce que déjà, c'est peine perdue. Il faut en être conscient, même avec autant de produits qu'on voudra, on ne pourra pas éradiquer les pucerons. Très souvent, il y aura toujours une toute petite partie de ces pucerons qui deviendra résistante, et du coup, à terme, ce sera toute la population qui sera résistante si on veut les éradiquer avec un produit. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment qu'on peut, en comprenant les mécanismes écologiques, intégrer notre production alimentaire dans le fonctionnement des agroécosystèmes. Alors, pousser à son paroxysme cette logique, c'est la logique de la permaculture, hein. C'est-à-dire que là, on peut tout laisser faire, on a juste à organiser correctement notre système, et après, il y a pratiquement juste à laisser faire et à regarder de temps en temps comment ça se passe. Alors, je ne sais pas si ça marche vraiment, ça. Il me semble que d'un point de vue scientifique, pour le moment, c'est pas du tout prouvé. Je ne me suis pas intéressé à la question, hein. Je connais juste les principes de base de la permaculture. C'est un peu empirique, disons, c'est des idées. Voilà, c'est aussi, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça. Ouais, c'est ça. Après, c'est vraiment pousser cette logique à son paroxysme, c'est-à-dire on peut maîtriser, en sollicitant les processus écologiques pour notre production alimentaire,
on peut ne pas intervenir sur le milieu, quoi, en quelque sorte. Je crois que c'est l'idée globale de la permaculture. Néanmoins, l'agroécologie, elle n'est pas forcément aussi, quel est le mot, jusqu'au boutiste dans la démarche. Elle essaie juste de raisonner. En fait, elle a une approche plus scientifique en quelque sorte. Alors, il y a comment dire, des idées dans l'agroécologie, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les services, enfin, les services que procurent les écosystèmes et la biodiversité pour la production agricole, mais elle ne part pas du principe qu'on peut seulement utiliser ça. Elle regarde en fait comment est-ce qu'on peut utiliser ces services-là pour la production et dans quelle mesure on peut remplacer un certain nombre d'interventions par ces services-là et quel usage on peut en avoir, quoi. Est-ce que l'agroécologie, finalement, c'est pas une science du compromis? Je sais, je sais pas, Par c'est essence, la démarche marrant de scientifique poser la question comme développée ça. C'est marrant de poser la question comme ça parce que j'y avais jamais pensé de cette façon-là. Mais en fait, c'est presque comme si tu me ramenais à la définition de base que j'ai donnée de l'agroécologie, qui est une rencontre entre l'agronomie et l'écologie, quoi. Mm. Au sens où, bah ouais, c'est peut-être un peu ça, ouais. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on trouve des compromis entre la science de la production alimentaire et la science de la connaissance des écosystèmes? Et comment on met tout ça, on imbrique tout ça ensemble? Quel compromis on peut trouver pour contribuer, pour quand même continuer à avoir des rendements qui permettent de nourrir tout le monde sans comment dire, mettre en danger la population, mais en raisonnant autrement en quelque sorte. Parce que c'est quand même, alors ça paraît un peu pompeux de dire ça, mais c'est quand même un peu un changement de paradigme par rapport à l'agronomie classique. Je suis d'accord. Et c'est vrai, en fait, ma question est un peu animée par une question que je t'ai posée avant qu'on enregistre, quand je t'ai parlé des travaux sur les carabes et d'une vision qu'avaient certains agronomes de ces travaux-là, agronomes ou agroécologues d'ailleurs, enfin scientifiques on va dire, que moi j'ai vécu quand j'ai travaillé à l'INRA, qui ne voyaient pas dans la lutte biologique proposée par les carabes la solution qui va sauver le monde. Mais c'est jamais finalement ce qui a été prétendu, mais c'est un apport comme un Non, non. autre, et c'est ce que tu m'as expliqué tout à l'heure. Mais c'est là Ouais. où je pense aussi au compromis. C'est que les carabes, Ah ouais. c'est super, c'est intéressant, mais évidemment. Bah, en fait l'agroécologie, bah, du coup, je trouve que ça me donne une très bonne transition pour quelque chose qui me semble important et que je voulais dire, c'est que l'agroécologie, c'est en fait s'émanciper aussi de de l'idée qu'il y a une solution miracle qui fonctionnera partout. En fait, il faut raisonner à la parcelle, il faut raisonner au territoire, il faut raisonner à l'exploitation agricole, il faut raisonner à la filière agroalimentaire. On peut pas, il n'y a pas de solution qui est applicable partout sans distinguer les différences qu'il peut y avoir entre à la fois les contraintes pédoclimatiques qu'il va y avoir à un endroit, les différents écosystèmes qu'on va avoir autour de nos parcelles cultivées, que ce soit des écosystèmes plus ou moins anthropiques, hein, peu importe, et, et aussi, bien sûr, la dimension sociale, c'est-à-dire quelles sont les habitudes alimentaires qu'il y a sur ce territoire-là, dans quelle mesure elles sont, ou les traditions alimentaires, on peut dire aussi, dans quelle mesure elles sont compatibles avec une certaine vision de l'agroécologie, et comment est-ce que finalement, parce que bah, l'agroécologie aussi, c'est une redéfinition de notre rapport à la production agricole, quoi. Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut raisonner en termes de consommation alimentaire constante? Et aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de monde qui soulève le fait qu'il y a un problème, par exemple, de production, enfin, de quantité de viande produite, et qu'on pourrait peut-être remplacer par de la protéine végétale. Et ben, l'agroécologie aussi, elle peut s'insérer là-dedans en quelque sorte, parce que en plus, là, ça va peut-être passer pour une solution miracle, mais ça n'en est pas parce qu'on ne produit pas de la protéine végétale, enfin de la protéine végétale comme on veut, mais ça serait presque tout bénéf de raisonner, de réfléchir à la façon dont on peut mieux intégrer la production de protéines végétales, donc de légumineuses, dans nos systèmes agricoles, pour remplacer aussi dans une certaine mesure, ça ne veut pas dire éradiquer tous les élevages, hein, mais pour remplacer dans une certaine mesure la production de protéines animales. Et ça, c'est clairement une question agroécologique qui se pose à la question au niveau filière, mais qui ensuite va se décliner aux différents échelons du paysage jusqu'à la parcelle agricole. En fait, pour préparer cette vidéo, j'avais justement écouté une interview de Vincent Bretagnol un peu, où
Bon, j'aime pas trop l'animateur, mais bon, c'est vrai que ça enregistre, j'aurais pas dire ça. C'est une émission sur France Inter où donc ils l'ont invité. Donc il y a des gens ont des biais, c'est comme ça, notamment avec des notions de retour à la terre, etc. Ce qu'on faisait avant, c'était mieux. Et c'est vrai que dans pour ça, c'est la question du remembrement tout à l'heure, où on a un vieil agriculteur qui a appelé, donc il pose des questions aux spécialistes, donc à ce scientifique, à cet agroécologue, où il dit non mais ça c'est des choses qu'on faisait avant, c'est juste qu'entre-temps on a eu le remembrement, mais les coûts des bordures et machin et tout ça, l'agroécologie on le faisait déjà avant, ce qui était vrai. Mais c'est vrai que les questions qu'il a eues dénotaient chez le grand public, ce qui est tout à fait sain, enfin c'est légitime on va dire, ces notions de retour à la terre, ces notions d'écologie un peu qu'ils ont, ces notions fortes de réduction, voire de suppression d'intrants, en particulier d'herbicides et de pesticides. Et comment aider, là tout de suite, comment tu aiderais toi les gens à leur aider à comprendre la différence entre cette vision qu'ils vont avoir, que moi je comprends tout à fait, et c'est ce que développent un peu mes vidéos en ce moment, qui sont légitimes, qui sont aussi issues de peur, et finalement, toi, l'essence de ton travail, tes travaux, la manière de les faire, tu te rends compte qu'il y a un fossé entre la complexité que tu as développée quand tu as expliqué les travaux, le souci du détail, jusqu'où ça va, ce que ça apporte, et la vision un peu systémique aussi que tu développes, et en même Mm. temps, ces peurs, ces questionnements, ces retours avant, la volonté de vouloir manger mieux, comme il faut, avec de la sécurité aussi, Mm. ce genre de choses. Ma Ouais, question bien est sûr. très longue. Non, mais alors, si je devais résumer, c'est en quelque sorte comment est-ce que je raccorde la recherche actuelle qui a trait à l'agroécologie avec les questionnements qu'il y a plus globalement dans la société, à certaines peurs, à certains a priori aussi, que ça soit d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hein. Il y a Mhm. des a priori anti-agroécologie comme pro-agroécologie qui sont pas forcément justifiés dans les deux cas, quoi. C'est ça, j'ai bien résumé? Mhm, très bien, oui. Ouais. C'est beaucoup mieux comme ça. Bah, en fait, je pense que l'idée, de c'est vraiment de confronter en fait en quelque sorte un certain nombre de constats qui ont été faits, notamment les constats qui ont engendré ces peurs en quelque sorte, parce que par exemple dans l'agroécologie a connu un gros essor à partir des années 70 à peu près. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après les années 70, c'est le moment où il y a eu le plus gros écho par exemple de Science Spring de Rachel Carson. Et, euh, et donc pourquoi? Parce que il y avait légitimement un problème qui était posé par l'intensification de l'agriculture à cette époque-là, qui était démontré scientifiquement par des travaux. Et donc, en fait, l'agroécologie, elle a connu cet essor parce qu'il y avait la question qui se posait de comment on fait pour produire en minimisant l'impact qu'on va avoir sur les agroécosystèmes. Et en fait, ça a dérivé, alors je ne sais pas si le mot c'est dérivé, mais l'idée c'est devenu comment est-ce qu'on utilise les agroécosystèmes pour la production alimentaire au fur et à mesure. Mais c'est aussi ça, quoi, l'idée globale. En fait, c'est à partir de constats qui ont engendré des peurs sur la société qui sont légitimes, quelles solutions scientifiques on apporte. Et comment est-ce qu'on met à contribution les scientifiques qui font ces constats, les écologues en l'occurrence, pour trouver des solutions qui permettent de sortir de ces problèmes-là, quoi. Et aujourd'hui, on se rend compte que là, on parle des années 70, Rachel Carson, c'est 62 si je ne me trompe pas. Et on se rend compte qu'il y a quand même un énorme laps de temps qui s'est écoulé depuis, on est en 2020. Et finalement, on entrevoit à peine aujourd'hui, et on se rend compte en plus que même avec ces solutions qu'on commence à réellement voir poindre, qui sont concrètes en quelque sorte, hein, y a pas mal d'idées qui sortent sur comment favoriser la lutte biologique, les couverts interculturaux, l'association de cultures, enfin, tout plein de pratiques agroécologiques qui sont intéressantes et qui commencent à être plutôt bien documentées sans être parfaitement connues. Aujourd'hui,
on commence à peine à comprendre. Donc, on se rend compte à quel est le délai qui est nécessaire entre la prise de conscience, qui est très relative, parce qu'en plus, dans les années 70, il y a une prise de conscience écologique, mais qui était largement inférieure à ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Et la mise en avant de solutions qui peuvent répondre à ces problèmes. Et en fait, tu veux que je refasse une... Non, non, mais là, c'est vraiment, on discute, j'enregistre, c'est vrai, mais si on discute Ouais. comme ça, je sais pas, voilà, je peux pas faire durer la Non, vidéo parce pendant que une heure. j'avais une idée, je l'ai perdue en fait. Hein, Je mais l'ai tu perdue. prends ton temps, souffle, t'inquiète. Ouais, ouais. C'est aussi pour réfléchir, si un jour on se redonne rendez-vous, tu vois, ça fait une base un Oui, peu de oui, réflexion. tout à fait, ouais. Et en fait, oui, c'est ça que je voulais dire. Et le souci, c'est qu'on se rend compte quand même que pendant ce temps, le problème, il a pris de l'ampleur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des efforts qui n'ont pas été faits, hein. Évidemment, les agriculteurs, ils ont fait énormément d'efforts, mais le problème, c'est que il me semble, et je peux me tromper, hein, parce que je pense que l'agroécologie peut être une solution. Et je sais que ça induit des biais, ça, hein. Mais tout comme, alors, je vais être vache, mais peut-être tout comme quelqu'un qui bosse sur les OGM, il va penser que les OGM peuvent être une solution. Et c'est un biais aussi. Il faut juste en être conscient. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être une solution, soit l'agroécologie, soit les OGM, mais ça veut juste dire qu'à partir du moment où on bosse sur ces sujets-là, c'est qu'on pense aussi que ça peut être une solution. Et donc, là où je veux en venir, c'est que il me semble quand même que si on veut se diriger vers une solution agroécologique, ce qui semble quand même apparaître de plus en plus, il y a un changement global de notre rapport au paysage agricole, à l'alimentation, à l'agriculture en général. Et je ne parle pas que de la société en général, même de certains agriculteurs, hein, qui doit être complètement changé, quoi. Et après, je dis que certains agriculteurs vont certainement, si on veut opter pour cette solution-là collectivement, ça va impliquer un changement de ce rapport à l'agriculteur, même des agriculteurs. Mais moi, mon retour personnel par rapport à ce que j'ai vu des agriculteurs, c'est qu'il y en a un paquet qui sont prêts à le faire. Au moins de ce côté-là, si on leur donne les moyens, si on les accompagne, moi, j'ai le sentiment qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à changer leur façon de voir la chose et qui même ont déjà commencé à le faire. J'ai dit tout à l'heure j'ai dit que il y en avait on a des agriculteurs qui sont volontaires pour qu'on aille échantillonner chez eux et qui sont volontaires pour qu'on discute de ce genre de sujet-là. Pour moi, ça montre vraiment une vraie bonne volonté et une vraie volonté de s'interroger sur leur impact qu'ils ont sur les écosystèmes et comment justement ils peuvent changer cette relation qu'ils ont. J'ai toujours été plus ou moins dans des milieux scientifiques d'agroécologie et j'ai absolument jamais entendu de chercheurs ou de doctorants qui se plaignaient des agriculteurs en fait. Non. Ils ont jamais eu de barrière pour, peut-être exceptionnellement, mais ils n'ont jamais eu de barrière pour aller travailler dans leurs parcelles, pour échanger avec eux. Surtout que les doctorants font toujours, ce qui a été ton cas, l'effort d'échanger avec eux pour leur faire des restitutions, pour les aider à faire finalement ce qui est très difficile à faire pour le commun des mortels, dont font partie les agriculteurs, c'est-à-dire faire de la veille scientifique en fait au final. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis c'est même une question de devoir en quelque sorte. Quand on travaille sur la parcelle de quelqu'un comme nous on le fait, bon, moi ça a impliqué quelques contraintes, mais pas tant que ça, mais quand même. Mais même s'il n'y avait pas de contraintes, en fait, c'est même pas un sujet. C'est simplement en quelque sorte un retour de politesse, quoi, de faire un retour sur ce qu'on a pu observer, sur ce qu'on peut en tirer, et qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Comment dire. Et puis même, moi j'ai trouvé que ce que eux ils avaient à m'apprendre en retour, c'était hyper enrichissant aussi parce que ils avaient une autre approche qui était pas plus mauvaise que la mienne, ou moins bonne, en tout cas, et qui était juste leur approche de personnes dont la production d'aliments pour nourrir les gens, c'est le métier. Il ne faut pas oublier ça. Alors, ça ne veut pas dire que j'étais toujours d'accord avec eux, mais ça veut dire que quand même, on ne peut pas se passer de cette vision-là, quoi.
On ne peut pas se passer parce que eux, ils sont dedans, eux c'est leur revenu au quotidien et ils sont dedans jusqu'au cou, quoi. Donc, et moi, je trouve que justement, c'est hyper encourageant que j'ai donné cet exemple tout à l'heure, mais qu'ils aient certains, et même que ça soit approuvé par les autres, quoi. De leur propre initiative, ils se disent, il faudrait peut-être faire des remembrements écologiques. Moi, j'ai trouvé, encore une fois, je le redis, mais c'est génial. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Donc, ils sont acteurs, et puis je le vois à travers Twitter, on a vraiment j'ai l'impression, une nouvelle génération d'agriculteurs très investis, très motivés. Et Ouais, je qui suis sont un peu moins inquiet. directement liés à la révolution agricole, en fait, des années 50. Et c'est normal que les anciennes générations, ça a changé leur vie, quoi. Donc Mhm. que ça a été difficile de prendre du recul par rapport à ça. Et je pense que n'importe qui, dans le même contexte, Ah aurait eu oui, les mêmes réactions parce que ils ont vu, la plupart, ils avaient vu leurs parents trimer mhm, pour avoir une exploitation qui carbure, enfin qui tourne, ne serait-ce que mhm. tourner. Et eux, du jour au lendemain, ils ont vu que l'arrivée des tracteurs, l'arrivée des pesticides, l'arrivée des engrais de synthèse, ça a tout changé. Mhm. Évidemment que ça leur posait des questions qu'on dise ouais non, il faut arrêter de faire ça. Oui, oui, complètement, ouais, Pardon, je t'ai coupé. non, non, parce que oui, oui, mais on est en plein dans le thème de la deuxième partie de la vidéo, donc on est très bien, où justement je parle de Silent Spring, comme tu l'as dit, je parle du coup, tu l'as vu, un peu pourquoi aussi on a fait tout ça. Il y a une bonne Ouais, raison, c'est aussi, et surtout, je pense, une question de conditions de vie, au-delà de questions de loi de marché, même si, même ah si ouais. c'est dedans, hein, mais c'est deux choses, mais dans notre monde, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, Ouais. oui, oui, mais écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, je vais plus t'embêter, et je pense qu'on pourra se redonner un rendez-vous.